Merci, Monsieur le Président. Je tenais tout d'abord à féliciter l'équipe de la SMCC pour ce beau congrès. Et je remercie le professeur Chebraoui, toute son équipe scientifique et organisationnelle pour la qualité des thématiques choisies, pour l'ensemble de ce qu'on a vu comme approche organisationnelle et avec ces invités de qualité qui sont venus un petit peu enrichir le débat autour de plusieurs thématiques. On m'a chargé de parler du diagnostic en auto-immunité. Si vous permettez, j'aurai deux requêtes. La première, c'est que permettez-moi d'utiliser une approche un peu de ce qu'on appelle un concept de classe inversée, un terme pédagogique pour essayer de faire passer des messages. Deuxièmement, j'aurai quelques questions à adresser à l'audience, mais pour lesquelles uniquement les juniors ont droit à la réponse. Les seniors, elles connaissent très bien la réponse. Je leur demanderai demanderai gentiment aux seniors de ne pas interagir beaucoup avec les questions. Bref, alors on a l'habitude de finir par les remerciements. Voici un petit peu mon contexte de travail dans lequel j'exerce ma fonction en tant que chef de service. On a démarré notre activité en 2007, axée essentiellement sur le secteur d'auto-immunité. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres secteurs qui sont développés dans le laboratoire. Bref, alors, après 2007-2014, on a vu un peu notre plateforme s'enrichir. Après l'acquisition de nouvelles plateformes, le labo marchait avec un seul enseignant jusqu'à il y a 1 année et demie à peu près. Donc, après la réussite d'une nouvelle PA d'immuno, on a 2 spécialistes, 5 résidents en immunologie en formation, 8 à des résidents en biologie médicale à tour de rôle qui font un cursus de 8 mois, etc. Bref, avec 5 techniciens. En tout cas, voilà un petit peu une photo de mon aimable équipe. Et je m'excuse pour certains qui sont présents qui présents dans la salle et qui sont absents dans la photo. Tout simplement, la photo était récente. On n'a pas pu prendre tout le monde. En plus, il manque aussi de l'espace pour pouvoir accueillir tout le monde au laboratoire. Alors, sans conflit d'intérêt, voici un petit peu ce qu'on a comme plateforme. On a bien évidemment une salle dédiée à l'IF, avec bien évidemment tout ce qui est en rapport avec l'identification des spécificités auto-anticorps, en l'occurrence l'ELISA, que ce soit en série ou unitaire, l'immunodote, la chimiluminescence, et bien évidemment les techniques manuelles, notamment l'ELISA. Voilà un petit peu la plateforme que nous utilisons, en attendant d'autres dans les perspectives. Alors, depuis que j'ai commencé à un peu faire l'auto-immunité, en parallèle avec le développement de certaines techniques, on a essayé un petit peu de voir un peu, d'évaluer notre façon de faire. On a réussi à publier, mettre en valeur un petit peu notre activité. On a commencé par j'ai commencé à m'intéresser à la sclérodermie en termes d'approche diagnostique, les marqueurs, etc. Et puis la maladie cœliaque. Sur ces aspects diagnostiques également cliniques et de façon générale prise en charge, les hépatopathies auto-immunes avec des articles publiés dans des revues nationales et internationales. Et puis après, je me suis intéressé un peu à certaines neuropathies des immunitaires avec les potentiels marqueurs qui seront associés à ce groupe de pathologies fort intéressantes, mais également le diabète, le lupus. Et puis, en dernier, un petit peu, je me suis intéressé, l'équipe s'est intéressée à l'évaluation un petit peu de l'approche des antédénats natifs pour voir un petit peu comment on standardise l'approche diagnostique au regard des maladies auxquelles c'est associé. Et puis, on n'a pas oublié également d'essayer d'évaluer un petit peu la performance de certaines techniques qu'on utilise, notamment le DOT, BLOT, par rapport à l'ELISA, l'IF, etc. Voilà un petit peu, grosso modo, les publications en rapport avec le domaine d'auto-immunité. Alors, j'ai commencé à me poser la question à ce stade-là, est-ce que je suis satisfait de mon activité? La réponse est bien évidemment non. Pourquoi non? Je vais vous donner un exemple de frustration. Je disais que tout à l'heure, j'avais utilisé une approche de classe inversée. Un exemple qui témoigne que je suis encore frustré soi-disant, de ce que je m'attendais comme apport par rapport à la clinique. J'ai chargé une étudiante masterante en collaboration avec la faculté de Casablanca, un choc,
pour faire une approche de modélisation sur l'ensemble des bilans qu'on avait fait. On a choisi un petit peu de voir sur une période de 3 années, on a colligé l'équivalent en fait, de 4700 dossiers pour lesquels il y a des marqueurs d'auto-immunité positifs. Mais au regard des critères de sélection qu'on avait appliqués pour ne retenir que les vrais malades, les vrais soi-disant patients qui ont des auto-anticorps, on a dû exclure pratiquement la majorité. 96% des cas, des dossiers ont été exclus de l'étude. Pour ne garder que pratiquement 4%, ça veut dire qu'ils répondent aux critères en termes de données cliniques et également de paramètres qui puissent nous aider à catégoriser ces patients d'un point de vue immunoclinique et immunologique en termes d'anticorps associés qui ont surtout une valeur diagnostique, soi-disant spécificité, sensibilité, etc. Donc voilà, on a finalement 70% de maladies systémiques et à peu près 30% de patients qui ont des maladies spécifiques d'organes. Voilà un petit peu l'étude, comment elle est partie sur pratiquement l'échantillon assez large. On finit par ne pouvoir exploiter qu'une minorité qui est de 4%, avec bien sûr des résultats probants qui ont permis à l'étudiant de se tenir son mémoire de master. Et après, pour aller un petit peu dans le vif du sujet, vous savez, lorsqu'on pense à l'auto-immunité, au niveau diagnostique, on est souvent dans 4 situations. Soit on est devant un contexte de maladie systémique, présumée auto-immune, de maladies spécifiques d'organes que vous connaissez tous, là aussi pour laquelle on suspecte une origine auto-immune, des vascularites, des antiphospholipides. Voilà un petit peu les grandes catégories de maladies dans lesquelles on a besoin d'auto-immunité en termes de marqueurs et de taux anticorps. Alors, on a du coup besoin d'une sorte de standardisation de l'approche diagnostique qu'on doit adopter. Alors, si je prends l'exemple de maladies système qui pose plus de problèmes en termes de standardisation, je vais essayer d'utiliser un petit peu le concept de à chaque fois 4 éléments pour marquer les esprits. Premièrement, la première étape, c'est de considérer les données cliniques et paracliniques des patients. C'est extrêmement important si vous voulez faire de l'auto-immunité. Deuxièmement, cette étape qui est cruciale et incontournable, celle de rechercher les anticorps antinucléaires. Et Dieu sait combien on doit peiner au niveau technique, au niveau de l'expertise, de la lecture des lames, etc. Et donc, en deuxième ou en troisième étape, on doit trancher un petit peu sur la méthode ou les méthodes qu'on doit déployer pour identifier une éventuelle spécificité auto-anticorps. Et après vient la dernière, celle d'interpréter les résultats et de faire une sorte de corrélation avec les données cliniques. Voilà un petit peu une démarche à 4 étapes. Alors, du coup, lorsque le biologiste est face à une demande d'auto-anticorps, il doit se poser la question, est-ce qu'il y a d'abord dans la prescription du clinicien un ou des signes en faveur de maladies auto-immunes? Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de signes qui ont une grande valeur, on va dire, plus ou moins importante. Ça peut être des polyarthralgies. Polyarthrite chez une jeune femme, un syndrome inflammatoire, une sécheresse oculobuccale, des signes cutanés de lupus ou de sclérodermie, une protéinurie détectée uniquement à la bandelette urinaire, des cytopénies, parfois uniquement une anémie de nature hémolytique, des vascularites, une thrombophilie, maladies neurologiques des immunitaires, thyroïdite, diabète. Bref, vous avez pratiquement un panel de signes ou bien de maladies qui est déjà, soi-disant, caractérisé cliniquement par le clinicien et qui nous impose un petit peu à regarder le tableau clinique initial. Ça, c'est la première étape. Et dans cette étape, il ne faut pas oublier de regarder de façon méticuleuse le bilan paraclinique. On saute souvent sur les anticorps et sur les autres, mais il faut aussi regarder s'il y a un syndrome inflammatoire, s'il y a une hypergammaglobulinémie, il faut voir le bilan rénal, etc. Le dosage du complément, parfois on l'oublie, les enzymes musculaires, la TSH, les stéroïdes, bref, on a toute une panoplie d'examens qu'on doit regarder, et selon bien sûr la circonstance clinique. Et puis bien évidemment, il faut regarder aussi l'exploration radiologique et le bilan en impact. Voilà, toujours dans la première étape, on a cette approche dichotomique qu'on doit suivre pour pouvoir faciliter notre façon de faire un bon diagnostic. Alors, je ne vous apprends rien parce qu'il y a 2 de mes collègues, des intervenants qui vont intervenir sur les anticorps antinucléaires. Juste pour rappeler une chose, c'est que, s'il vous plaît, le message clé ici, on a besoin d'anticorps antinucléaires pour les maladies de système et obligatoirement par immunofluorescence indirecte.
Si vous ne faites pas l'IF, ne rendez jamais résultat d'anticorps antinucléaires négatifs, même si vous l'avez fait avec ELISA. En tout cas, précisez les cibles que vous avez cherchées, moyennant un test ELISA ou d'autres, mais en tout cas, si vous faites pas l'IF, ne me rendez pas résultat anticorps antinucléaires tout court négatif parce que c'est lourd de conséquences. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rater par l'ELISA ou par d'autres choses. Bon, du coup, donc, lorsqu'on fait l'IF, on est dans soi-disant, le titre déjà des anticorps antinucléaires et l'aspect des anticorps antinucléaires et le titre vont pouvoir nous orienter pour rechercher des anti-DNA natifs en déployant la technique qui soit adaptée. Les anticorps anti-NA, et on va suivre un petit peu l'algorithme qui va être discuté après. On est dans la deuxième étape, un petit peu l'étape cruciale, fondamentale, incontournable, celle de chercher correctement les anticorps antinucléaires. Donc, en tout cas, lorsqu'on cherche les anticorps antinucléaires, il faut absolument préciser l'aspect et le titre. Et on a le droit, en tant que biologiste, de prescrire les spécificités anticorps, même si le clinicien n'a pas demandé, à moins qu'il ait au préalable une concertation qu'on s'appelle par téléphone, s'il il faut une prescription pour que ce soit facturé au nom du patient. Les anticorps antinucléaires, vous savez, c'est très riche comme information. Rien qu'avec les aspects, vous allez voir qu'il y a d'un côté, ça peut évoquer d'emblée la spécificité anticorps associée. Il y a les spécificités anticorps qui seraient associées à un aspect particulier. Il y a également des corrélations cliniques, notamment qui sont associées à aux différents aspects, que ce soit nucléolaire, moucheté, homogène, membranaire et autres. Du coup, donc, ces informations qui sont soi-disant tirées de la lecture, d'une bonne lecture des anticorps antinucléaires à l'IF est très riche et informative par rapport à la suite de la démarche en termes de choix de méthode et également en termes de corrélation clinique. Alors, une fois qu'on a, soi-disant, tranché avec les anticorps antinucléaires, maintenant vient l'étape de choisir, la troisième qui est de choisir la technique ou les techniques à déployer. Alors, quelle est la technique à déployer? C'est une question qui n'est pas facile, soi-disant, dont la réponse n'est pas facile. Donc, on pose la question sur la standardisation. Et cette standardisation va dépendre de beaucoup de choses. De la stratégie adoptée par le laboratoire, dans une approche de rationalisation par rapport au débit, par rapport, soi-disant, à la file active de notre laboratoire, des capacités d'investissement de chacun de nous par rapport aux moyens, aux ressources, et également du degré d'expertise, que ce soit technique ou biologique. Voilà un petit peu le choix ou la standardisation des techniques qui nous impose beaucoup de rigueur. Et on parle justement des tests diagnostiques ou des méthodes. Vous savez, si on veut être, soi-disant, rigoureux, on est censé regarder 3 critères qui nous permettent de choisir ou d'adopter une stratégie ou bien de s'investir dans une technique. La validité analytique, ça revient à dire qu'il faut regarder la spécificité, la sensibilité analytique, la reproductibilité, la robustesse, les limites de détection et de quantification de cette technique, et la linéarité, la satisfaction du contrôle, etc. Tout ça, c'est important au niveau déjà de l'étape analytique de la technique. Et deuxièmement, la validité clinique, ça veut dire tout simplement la performance en termes sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, négatives. Bien évidemment, on a besoin de données cliniques qui permettent un petit peu de répondre à ces différentes questions. Et puis la dernière, qui est aussi importante, c'est celle de relier tout ça à la clinique, à l'intérêt de cette technique, de ces paramètres, dont, soi-disant, la mise en valeur de l'importance ou de l'intérêt de chaque marqueur, c'est-à-dire, est-ce que ce marqueur, cette technique me permet de, soi-disant, d'identifier un marqueur qui va améliorer le devenir clinique des patients, au niveau également de la prise en charge de façon globale, thérapeutique ou diagnostique. Voilà un petit peu la finalité du respect d'une démarche du choix, dans le choix un petit peu des différentes techniques qu'on va utiliser. Surtout que maintenant, on est dans une approche un petit peu moderne, on risque d'être dépassé si on ne pense pas qu'il y a maintenant l'approche protéomique, avec l'avènement des biopuces, avec soi-disant leur rapport. Vous voyez, cette étude a permis un petit peu de mettre en évidence que on peut identifier des milliers d'anticorps de façon simultanée avec une sensibilité et reproductivité élevée. Voilà un petit peu comment, quelque part, la technologie aussi avance et permet un petit peu, quelque part, de changer peut-être à l'avenir notre façon de voir, de designer les méthodes qu'on doit déployer pour faire le diagnostic en auto-immunité. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une autre question. Et puis également, maintenant, il y a l'intelligence artificielle
Il y a machine learning, le concept de machine learning qui est en train là aussi de prendre la place, surtout pour la standardisation de notre façon de lire les anticorps antinucléaires, avec d'un point de vue aspect et également au niveau de la signification clinique des aspects des anticorps antinucléaires. Donc machine learning et l'intelligence artificielle, maintenant, c'est un outil qui est quelque part qu'on doit probablement utiliser de plus en plus pour pouvoir améliorer notre façon de faire et éliminer un petit peu, réduire le risque de subjectivité dans la lecture, surtout des anticorps antinucléaires. Et mes collègues, Dr Lucien Messier et Dr Atof, vont certainement en parler après. Alors maintenant, si j'ai tout ça dans le laboratoire, est-ce que quelque part, on peut dire qu'on est satisfait ou un petit peu content de ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît? Si vous avez toute la technologie, vous avez même l'intelligence artificielle, la bioinformatique, les biopuces, est-ce que vous êtes capable de dire je maîtrise l'auto-immunité? Vous n'avez pas. Bon, peut-être la réponse viendra après. Moi, je connais la réponse, mais après, on va en discuter. Alors, et je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à travers des cas cliniques. Le premier cas clinique, maintenant, un tableau de lupus. Alors, les deux questions qui se posent, le bilan biologique à demander, les étapes, les méthodes, la situation clinique, je veux dire la signification clinique des marqueurs qui sont associés. Vous savez que lorsqu'on pense à lupus, généralement, là aussi, tout à l'heure je l'ai dit, il faut regarder s'il y a des signes de biologie générale qui seraient sur des lunettes dans le diagnostic. Après, on va enchaîner par les anticorps antinucléaires. Les anticorps antinucléaires, vous connaissez tous l'aspect homogène. Rien que ça, si vous avez, des anticorps antinucléaires homogènes à titre pareil, vous pouvez appeler le clinicien pour lui dire c'est en faveur du lupus. Vous pouvez démarrer le traitement néphroprotecteur. Si vous attendez jusqu'à lundi, ça risque d'être trop tard si vous voulez quantifier le DNA ou identifier les anti-SM ou autres. Donc il faut soi-disant déjà avertir le clinicien. Bien sûr, vous aurez besoin des anti-DNA natifs, des anti-SM pour compléter un petit peu le panel des autres anticorps associés. Et n'oubliez pas le complément. Tout à l'heure, il y avait une anémie, si vous avez fait attention, dans le contexte clinique. L'anémie donc, impose de penser à une origine auto-immune, donc il faut un test de Coombs qui va renseigner sur la nature hémolytique ou bien, soi-disant, inflammatoire. Donc voici les résultats. On a à côté des anticorps antinucléaires et des DNA, on a également une hypocomplémentémie axée sur surtout la voie classique, le C4. Vous voyez beaucoup d'éléments informatifs dans le bilan. Vous avez les anti-DNA natifs qui vous renseignent sur l'existence d'une atteinte rénale. Et du coup, le DNA va être utilisé aussi bien pour le diagnostic que pour le suivi. Les anti-SM avec leur grande valeur diagnostique. Les antiribosomes qui doivent faire penser à une atteinte neurologique, au neurolupus. L'hypocomplémentémie, elle est très importante à regarder. Si la voie alterne, C3, c'est l'atteinte rénale qui va servir aussi pour le suivi de votre patient. Ici, le C4 est diminué ou bien surconsommé. Ça peut être aussi un déficit congénital aussi. Il va falloir compléter peut-être après un contrôle de l'accès inflammatoire, de la poussée inflammatoire, de voir le C2, le C1Q, etc. Vous voyez, donc les informations qu'on tire du bilan sont extrêmement importantes pour gérer le patient dans sa globalité, au niveau diagnostique et au niveau thérapeutique. Le deuxième cas clinique, rapidement. Alors, une femme de 34 ans, syndrome sec, polyarthralgie, polyarthrite symétrique, etc. Vous avez un tableau qui vous fait évoquer deux choses. Polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Gaucheroux, Sjögren. Pourquoi Sjögren? Syndrome sec automatiquement. Donc, apparemment, deux choses, on va voir. Donc, dans le bilan, on va regarder donc, le bilan classique, biologique, le facteur rhumatoïde, l'anti-CCP en premier, puis les anticorps antinucléaires. Dans le cas de cette patiente, on a des anticorps antinucléaires négatifs. Le message que je voudrais passer par là, c'est que même si vous avez des anticorps antinucléaires et vous suspectez un syndrome de Gaucheroux-Sjögren ou vous avez un syndrome sec, il faut absolument faire les anti-SSA et SSB, c'est très important. Pourquoi les anti-SSA et SSB? Parce qu'il y a d'un côté biologique, c'est réglé, c'est une recommandation systématique, de la même façon que les anti-GO1. Il y a également le risque associé à la présence d'anti-SSA et SSB, surtout les anti-SSA, par rapport au risque de BAV chez la femme enceinte. Voilà un petit peu quelques leçons à tirer de ce bilan. Alors, je disais que les anticorps antinucléaires négatifs, SSA systématique. Maintenant, vous êtes devant une situation d'hémorragie alvéolaire ou glomérulaire isolée. Rien que ça, et ça impose de rechercher les anticorps antinucléaires, les ANCA, je veux dire, les antimembranes basaglomérulaires, et c'est très riche là aussi. Vous allez pouvoir dire est-ce que c'est un Goodpasteur ou bien une granulomatose à polyangite.
ou bien microscopiques. C'est énormément, rien qu'avec un seul élément, les auto-anticorps renseignent justement sur la confrontation clinique. Alors maintenant, un mot à dire sur une maladie neurologique que vous connaissez tous, la névrite optique rétrobulbaire, qui impose la recherche parmi d'autres paramètres, les anti-aquaporine 4. Ce sont des marqueurs difficiles à mettre en évidence. Il y a plusieurs méthodes, et vous avez ici, donc, à côté de plusieurs méthodes telles l'ELISA ou radioimmunologie, la tendance actuellement, c'est de recourir à l'IF, au CBE test, et cette technique qui est maintenant standardisée, qui permet, au regard de ses performances, d'un petit peu de répondre à cette question de façon précise. C'est la raison pour laquelle on a besoin tous, les biologistes, de développer des pôles d'excellence et des référents dans certains domaines, certaines thématiques pour lesquelles on ne peut pas s'investir tous dans ces thématiques. On a besoin de mutualiser nos plateformes et de développer une certaine expertise dans ce domaine. Alors, je finirai par la 4e étape, la confrontation immunoclinique des résultats. Il faut bien évidemment une collaboration, on n'a pas cessé de le répéter. L'accès facile et réglementé aux données cliniques. Il faut un dossier médical partagé. Maintenant, on entend parler les ministères dans la réforme de santé publique. On a besoin d'outils informatiques modernes. Il faut aussi une volonté pour partager et l'implication des sociétés savantes. Je fais appel à professeur Chebraoui et aux autres collègues pour qu'on s'implique tous avec les sociétés cliniques pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans ce sens. On a besoin également d'un dialogue, je veux dire, biologique ou biobiologique, je n'ai pas trouvé le bon terme. Pourquoi ? Parce que, justement, si on veut avancer, il faut développer des pôles d'excellence, je viens de le dire, avec des thématiques. Il faut un réseau national de coordination qui sera managé par les sociétés savantes, cliniques et biologiques. Il faut des référents dans certains domaines. Il faut une volonté d'adaptation au progrès biotechnologique qui nous guette un petit peu. Il faut également une démarche qualité, bien évidemment, basée sur la certification. Alors, je finis par une question pour les juniors. Quelle est la démarche, en fait, optimale, on va dire la meilleure la question est dans ce sens. Dans la démarche diagnostique des maladies auto-immunes, quelle serait l'étape la plus difficile ? A, B ou C ou D ou... Qu'est-ce que vous pensez ? Les jeunes ? A ? C. D'accord. En tout cas, on aura la réponse après, si vous voulez. Bien, alors pour conclure, je dirais que le diagnostic en auto-immunité, il doit obéir à une démarche qui soit standardisée et normative. J'ai fait allusion tout à l'heure à la démarche qualité, etc. Il faut qu'il soit rationnel. On ne peut pas faire des choses qu'on ne maîtrise pas ou bien pour lesquelles on n'a pas un débit suffisant de patients. Il faut qu'il soit centré sur l'intérêt du patient. Lorsque je dis centré sur l'intérêt du patient, tout le monde doit s'y mettre, le clinicien, les biologistes et les partenaires aussi avec lesquels on travaille. Il est tributaire de l'accès systématique. Je dis systématique, ce n'est plus, il ne faut plus que ce soit quelque chose un plaisir que nous donnent les cliniciens. Ils ont accès à nos bilans, il faut que le clinicien nous donne les informations dont on a besoin pour interpréter le bilan tout simplement. Il faut la volonté des cliniciens et des biologistes à collaborer, c'est très important. Il faut la formaliser de la meilleure façon possible. Il doit impliquer les sociétés savantes, je le répète, que ce soit biologique ou clinique. Il faut des référents cliniques et privés. Il faut des experts aussi étrangers. Heureusement qu'on a des référents à chaque fois qui animent nos débats. Et je finirai par j'ai inventé ce slogan, quelle que soit la performance de la biotechnologie utilisée, nul ne vaut un renseignement clinique pertinent. Et sur ce, je vous remercie.